Les anciennetés, faut nous continuer. Qui m'a, dans le cadre de sa démarche d'œuvrer pour l'identité et la culture martiniquaise, a jugé bon aujourd'hui d'échanger avec le philosophe et musicien martiniquais Edmond Mondésir sur un thème qui nous paraît très important, celui de la transmission. Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer, selon vous, que recouvre la notion de transmission? La notion de transmission doit être intégrée dans le processus général d'éducation, pour une raison simple. Les humains ne sont pas des animaux naturels, donc l'homme doit tout apprendre. C'est une génération qui éduque l'autre pour faire de cet être-là un être véritablement humain. Donc on doit tout apprendre. Apprendre à marcher, apprendre à courir, apprendre à s'alimenter, apprendre à manger, apprendre tout ce qui est dans l'environnement. Donc, cette éducation générale-là, on va lui donner le nom de transmission. Ça veut dire que la génération précédente transmet quelque chose. Alors, cette question de transmission prend une caractéristique particulière en fonction des époques et des sociétés. Bon, si vous êtes dans une société primitive, la transmission, c'est comment chasser, comment tuer un ours, comment attraper les choses. Dans une société plus évoluée comme la nôtre, la transmission, elle a des institutions diverses. C'est-à-dire à l'école, bon, il y a un peu le cadre de la famille, il y a tout ce qui est autour de nous, il y a les médias, il y a toutes ces institutions et toutes ces choses-là. Et tout particulièrement, dans notre époque, la possibilité pour chacun d'avoir accès à du savoir, à des connaissances à travers l'utilisation du portable et des ordinateurs. Et donc, en conclusion, on dira que la problématique de la transmission est en réalité une problématique de ce qu'il y a à faire, de ce qu'il y a à construire dans une étape de la société. Et pour ce qui nous concerne, nous, la société martiniquaise d'aujourd'hui, il y a à savoir précisément comment nous devons orienter notre pensée aujourd'hui pour que nous soyons à la fois dans la capacité de tirer tout ce qui est positif et favorable de ce qu'on construit, ce qui était avant nous, les générations, les ancêtres, et également, en même temps, parce que nous sommes confrontés au développement technologique et scientifique, comment harmoniser tous ces savoirs-là? C'est cette question qui se pose aujourd'hui pour nous, pour la société martiniquaise. Selon vous, pourquoi la notion de transmission est importante pour l'ensemble des sociétés et pour la société martiniquaise en particulier? La vraie problématique n'est pas forcément autour de la question de transmettre ou pas. Car il est question fondamentalement pour l'homme et l'humain partout, et y compris en Martinique, de s'éduquer à un usage convenable de la raison. C'est-à-dire que la formation, l'éducation vise toujours une finalité qui est celle de rendre l'homme humain. Alors maintenant, en fonction de la société dans laquelle on se trouve, on a à répondre à des problèmes plus spécifiques. Dans le cas de la société martiniquaise, nous nous trouvons confrontés, à cause de la domination du colonialisme, à une problématique tout à fait particulière. Les choses que nous avons apprises, les choses que l'on nous a transmises, sont très souvent, pour ne pas dire quasiment tout le temps, en rupture avec le réel auquel nous sommes confrontés. Et donc, il y a une problématique de la mise en harmonie de ce que nous devons savoir avec notre réalité. Alors, ça a connu plusieurs étapes. En ce qui me concerne, j'ai participé à l'étape où il était absolument indispensable, dans un premier temps, de renverser l'idée que nous n'avions pas d'histoire qui soit la nôtre. Et même, on allait un petit peu plus loin à ignorer carrément l'histoire de ce tout petit pays qui n'aurait pas d'histoire, qui serait carrément rattaché à l'histoire de France ou quelque chose de ce genre. Ça, c'était une chose qu'il fallait mettre en évidence. Il y a une deuxième chose qui est liée à cela. Il fallait mettre en évidence que nous avons des pratiques culturelles qui sont les nôtres et qui nous identifient en tant que tels, en tant que Martiniquais. Nous avons eu à participer à ce travail-là à travers le développement de la culture. Et c'est là que la problématique de transmission est devenue quelque chose d'un peu difficile, parce que mettre en œuvre une démarche pour pratiquer
la culture qu'avaient pratiquée nos ancêtres relevait d'une démarche idéologique. Il fallait s'affirmer contre ça. Et c'est pour ça que le mot transmission a pris une grande valeur, parce qu'il y avait une rupture dans notre pays. Les pères, les mères n'étaient pas forcément dans la disposition idéologique pour transmettre ce qu'ils savaient. Donc il y a eu un moment dans notre histoire qui a été très important, où il a fallu justement poser l'idée qu'il était nécessaire de transmettre ce qui était à nous, ça qui était qu'à faire, ça nouiller, ça qui était qu'à faire identité nous, manière de parler, créola, beléa, tout ça. Cette problématique de la transmission a du sens aujourd'hui, parce qu'il a fallu renverser une certaine manière de voir les choses pour dire la valeur de notre culture. C'est ce que nous avons fait. Maintenant, il y a une petite chose que je dois ajouter, c'est qu'effectivement, la transmission en tant que telle ne signifie pas tout, car il faut savoir pourquoi, vers quoi, car après tout, notre vie n'est pas dans le passé, elle est dans le présent et dans l'avenir. Et donc, il s'agit de savoir lier, harmoniser ce que nous retenons, ce que nous prenons de ce passé pour donner du sens à notre vie actuelle. C'est ça qu'il faut réussir à comprendre. Comment s'effectue la transmission dans la société martiniquaise? Pour comprendre cette problématique de la transmission, il faut évidemment se référer à ce qui constitue la problématique centrale des différentes étapes du développement de la société. Allons très vite. Avec le 22 mai 1848, on gagne quelque chose qui est la liberté. Mais ce n'est que l'ouverture d'un long chemin, car après la liberté, il faut gagner la dignité, la reconnaissance. Et tout particulièrement dans le cas de la société martiniquaise, construire en même temps la référence qui fait de nous ce que nous sommes. Bon, c'est un cas particulier, mais ce n'est pas le seul. Où ce qui fait de nous ce que nous sommes est produit, est construit à partir d'un certain moment, dans un espace et dans une histoire donnée. Donc chaque étape caractérise la manière dont la transmission se fait. Dans un premier temps, il a fallu affirmer à la valeur absolue de l'être humain, bon, globalement. Et donc, ce sont les problématiques de la recherche de la dignité ou de l'égalité. À ce titre-là, il n'est pas surprenant que dans les premiers temps, l'attention se soit focalisée sur la nécessité de démontrer que les Martiniquais, les Noirs, les Africains étaient des personnes qui étaient aussi valables que les autres. Donc, il fallait trouver sa performance dans la manière de montrer que nous aussi on pouvait. Mais ce n'était pas encore suffisant, car dans la société, il y avait ce problème qu'une entité spécifique, nous, ce que nous sommes comme Martiniquais, avec la langue qui avait été créée, avec les mœurs qui correspondaient à notre territoire et tout cela, était en même temps en train de s'élaborer. Et ça arrive à un moment où la conscience va se synthétiser dans la perception de ce qu'est le Martiniquais. Cette conscience-là a connu plusieurs étapes. Le Martiniquais, ça a été d'abord une pensée de l'être exotique, l'îlien, ou de l'antillais, parce qu'il y a une certaine identité. Cette identité qui est en fait une identité externe, parce que si vous voulez, le lien qu'il y a entre un Martiniquais et un Réunionnais, elle n'est pas donné par la géographie, mais par l'histoire, par le fait qu'on soit sous la même indépendance. Donc il y a tout un parcours qui va faire que progressivement, on va réussir à discerner ce que nous sommes vraiment. Sommes-nous seulement des Noirs? Sommes-nous seulement des Antillais? Sommes-nous... Et qu'est-ce que nous sommes en définitive? Et c'est là que, à la faveur de tout un parcours, on a réussi à synthétiser à travers donc des choses pas faciles. Hein? Ça a demandé des combats, ça a demandé des réflexions, ça a demandé des développements. L'identité martiniquaise qu'il faut définir non pas simplement comme le résultat d'un parcours historique qui a mis ensemble un certain nombre de choses plus ou moins diverses, mais comme la capacité d'élaborer une volonté commune de vivre, d'exister et de donner du sens à cette existence-là à travers les œuvres, alors on va dire, dans la production aussi, l'alimentaire, la production agricole, les productions culturelles,
le relationnel entre nous, mais aussi nos projets, notre capacité de produire dans l'art et toutes ces choses-là. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Au bout d'un certain temps, nous sommes arrivés, et ça, c'est ce qu'on va appeler notre époque, notre maintenant. Le maintenant est quelque chose qui n'est pas seulement l'instant, mais le maintenant est défini par rapport, ça peut être une dizaine d'années, ça peut être une quinzaine d'années. On va dire à peu près dans le demi-siècle dans lequel nous nous situons là, nous sommes arrivés de manière très claire à formuler ce que nous sommes, ce que nous voulons être. Et c'est ça qu'il faut que les nouvelles générations, à la fois synthétisent dans leur compréhension et il faut que ça leur permette aussi d'agir dans le sens de la consolidation de cet être martiniquais pour, évidemment, la construction des choses que nous avons à faire devant nous. Avec les moyens modernes de transmission qui existent actuellement, notamment Internet, pensez-vous que les modes de transmission traditionnels sont toujours opérants? Il faut faire la distinction entre connaissance, savoir, sagesse, information et je suppose un certain nombre d'autres choses de ce genre. Notre époque a ceci d'extraordinaire et de formidable que l'accès aux connaissances est formidablement ouvert et cela apporte pour l'humanité un espoir extraordinaire parce que on sait que c'est l'ignorance qui pendant très longtemps a amené les hommes à, disons, des comportements soit superstitieux, soit complètement mythologiques ou en tout cas très désastreux souvent. Donc, premier bagaille, c'est une très bonne chose d'avoir accès aux informations et aux connaissances. Mais maintenant, faisons la deuxième distinction entre le savoir et la sagesse. Il est un fait notable que les progrès des sciences, c'est-à-dire le progrès des connaissances, n'ont pas forcément amené à une plus grande sagesse de la part de tout un tas de personnes, chefs d'État, militaires, etc. Et que l'on a vu souvent les connaissances techniques et technologiques être mises au service de causes ou d'actions qui étaient dommageables, qui allaient au sens contraire du développement de l'humanité réelle. Je vais dire justement, dans un petit instant, ce qu'est l'humanité réelle. Donc, le savoir est nécessaire, mais il est besoin d'une chose fondamentale qui donne du sens à la relation humaine, c'est la sagesse. On a besoin des connaissances rationnelles, mais on a besoin aussi d'être raisonnable. Qu'est-ce qu'être raisonnable? C'est savoir ce qu'il convient de faire qui aille dans le sens de l'harmonie de l'humanité. Cette sagesse-là, cette connaissance-là, demeure quelque chose qui est synthétisé à travers les expériences qu'ont pu avoir nos aînés, les générations précédentes. Parce qu'on ne peut pas rester jeune tout long. Il y a un moment où on a commencé à grandir, il y a deux, trois bagailles. Dans l'emportement de la jeunesse, il y a des choses extraordinaires qu'on fait. Mais un peu plus tard, on a la capacité aussi de porter un jugement plus raisonnable sur les choses et qui donne une dimension plus humaine. Alors justement, c'est de là que vient l'intérêt et le sens de la transmission des savoirs, de sagesse. Pourquoi? Parce que précisément, l'objectif fondamental est de permettre aux humains, aux hommes, et à nous Martiniquais aussi, de faire un meilleur usage de notre raison pour avoir une vie plus harmonieuse. C'est simple comme bonjour maman, mais c'est difficile comme pas possible. Car le plus souvent, nous sommes soumis aux irritations, aux passions, même notre langage exprime l'impatience, la colère, le ressentiment, ou alors le dépit, ou alors les blessures que nous infligent les propos inconsidérés des uns et des autres. Et toute cette souffrance qu'on n'arrive pas à maîtriser. Et donc, par conséquent, la dimension de la sagesse, dans le rapport avec la connaissance de ceux qui ont eu des parcours de vie
qui leur ont permis de connaître et d'apprécier un certain nombre de choses reste toujours une chose indispensable. Même si, dans notre époque, il est possible d'accéder à tous les savoirs à tout moment, il reste néanmoins fondamental d'avoir une relation construite, harmonieuse, avec ceux qui peuvent nous apporter cette sagesse-là. Vous avez joué avec d'autres un rôle important au cours des années 70 dans la renaissance du ballet et surtout dans la réappropriation de cette pratique culturelle. Pouvez-vous nous relater cette expérience? Ah oui, ça a été et c'est toujours une part extrêmement importante, on va dire, de ma vie. Puisque si vous voulez, chacun trouve un petit peu les choses qui lui permettent de se développer. Donc moi, c'est la philosophie et le ballet. Bon, je peux expliquer ça dans d'autres circonstances. Qu'est-ce que j'ai été amené à faire? C'est ça qui est intéressant. Et je suis content de pouvoir l'expliquer aujourd'hui parce qu'il y a quelques confusions là-dessus. À l'époque, il n'était pas facile de communiquer, vous vous en souvenez très bien. Pour transmettre des choses, il fallait réunir des gens. Donc, il fallait créer des associations et faire venir les gens de ces associations et leur parler directement. On n'a même pas des photos de cette époque. On n'a rien. Quelques enregistrements de ci, de là. Donc, la tâche à cette époque-là, à laquelle j'ai participé grandement, après une grande réflexion, c'est qu'il fallait réunir un certain nombre de jeunes. J'avais contact avec certains d'entre eux par mon métier de professeur, mais par ma démarche militante, j'en rencontrais d'autres aussi. Et en ce qui me concerne personnellement, je me suis aperçu de la nécessité, en dehors de la conscience politique propre à l'époque qu'il y avait. Il y avait une conscience politique, et ne vous en faites pas. Qu'en dehors de cela, il fallait donner une dimension de vie martiniquaise à cette démarche. Et, sans entrer dans les détails, ça je pourrais le faire par ailleurs, la démarche a été non pas seulement d'encenser le fait que nous ayons une culture, mais d'intégrer les jeunes de cette époque-là, donc c'est précisément l'organisation ALCPJ, en Chimé pour la jeunesse, dans une pratique double, à la fois apprendre à pratiquer cette démarche pour ne pas considérer la culture comme une pratique seulement artistique, au sens où il y aurait quelques artistes qui pratiquent et que les autres seraient des gens qui consommeraient la pratique artistique qui a été faite. Or, on avait besoin de construire notre être par une pratique personnelle qui donnait la possibilité à ceux qui pratiquaient le ballet de se retrouver, d'éprouver une joie, un contentement, une satisfaction qui faisait, alors c'est la deuxième partie, qu'ils entraient aussi en contact avec les anciens, qui n'étaient pas seulement des gens qui pratiquaient le ballet, on ne les définissait pas comme ça, c'était des gens aussi qui étaient des gens de la campagne, qui pratiquaient le coup de main, qui connaissaient les choses de la campagne. Et donc, cette dimension-là, elle n'a pas été assez suffisamment mise en évidence. Nous avons fait quelque chose qui a consisté à réconcilier de manière concrète et effective toute une frange de la jeunesse avec une pratique culturelle qui leur donnait la possibilité d'être eux-mêmes, de nouer entre eux des relations autres que des relations conflictuelles, contradictoires, ou des relations de dénigrement, de mépris, donc des relations d'amitié et des relations d'échange. C'était mémorable ça, hein, ces rencontres autour du ballet-là. Et puis deuxièmement, de nouer une rencontre avec donc le pays lui-même à travers les symboles remarquables que constituaient les anciens, que dans le cadre de l'association CPJ, que nous rencontrions aussi, pas seulement dans le cadre du ballet, mais dans le cadre des coups de main. Alors évidemment, donc, je ne vais pas développer davantage sur la question du tambour, du ballet lui-même, parce que ça prendrait beaucoup de temps. Mais c'était cette dimension-là qui était importante dans l'œuvre que nous avons faite. Par la suite, il a fallu continuer pour approfondir techniquement et qualitativement cette pratique. Je dois dire ici que le travail réalisé par toutes les associations qui se sont mises en œuvre là-dessus, mais singulièrement par l'AM4 avec lequel nous avons longuement collaboré et travaillé, cette pratique qui a consisté à élaborer techniquement, méthodiquement, méthodologiquement les procédures du ballet pour qu'elles soient transmises de manière efficace à des couches plus larges des générations, a été une chose importante. De mon côté,
je m'étais résolu à faire un travail qui lui aussi a eu son importance, qui était de donner un souffle nouveau au texte du Bélé, à la production de signification dans les chants. À des chanter dans le temps, il était qu'à parler de ça qui était fait dans l'époque, etc. C'est un bail qui est toujours bon, intéressant. Mais moi, j'ai eu nécessité de produire des chants qui étaient qu'à dire des bagailles, qui étaient qu'à porter conscience et mon âme un peu loin. Et à ma grande satisfaction, je peux le dire, il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas. J'entends des gens qui chantent « Apprendre à manger pays ». Bon, je dis ça à quelqu'un, il me dit « Ah, c'est pas toi qui as fait ça ». Ben, je suis très content d'entendre ça. Parce que ça signifie que c'est entré dans la conscience des gens comme démarche culturelle. Et pas seulement ça. Hein. Il y en a quelques-unes encore qui ont marqué les consciences. Et donc, cet apport-là, cette fois-ci, en tant qu'auteur, compositeur, dans la démarche du Bélé, était une chose importante. Et l'autre chose importante que j'ai jugé bon de faire aussi, c'était de donner une estime dans l'appréciation du niveau musical. Parce qu'on pouvait être tenté de penser qu'il s'agit là que d'une musique exotique, qui est quelque chose avec les tambours, les cris, etc., et que ce n'était pas de la musique. Donc nous avons fait un travail avec le groupe Bélé Nous, pour donner, si vous voulez, sa validité, sa force, sa puissance de dimension de création artistique fondamentale au Bélé comme matrice fondamentale de cette émergence-là. Donc, aujourd'hui, grande est ma satisfaction de voir que la chose a été réussie. Souvent, nous commémorons des choses où il y a eu des événements tristes, il y a eu de la répression et des choses comme ça. Mais il faut savoir aujourd'hui que chaque fois que nous voyons un petit enfant jouer du tambour, ça veut dire quelque chose d'énorme a été fait. Avant, entre les parents et puis les enfants, c'était le mépris. Maintenant, ce sont les petits-enfants qui réclament et les parents qui mettent leurs enfants à apprendre du tambour, tout ça. Chaque fois que nous voyons ça, chaque fois que nous voyons que les jeunes pratiquent le tambour dans toutes les dimensions, sous une forme culturelle, sous une forme artistique, sous une forme développée ou sous une forme revendicative, eh bien, c'est une grande satisfaction pour nous de savoir que cette chose puissante qui définit notre identité, eh bien, ça a été fait. Il y a d'autres choses à faire encore aujourd'hui, mais ça, c'est à la responsabilité de ceux qui sont aujourd'hui, qui ont des choses à faire, qui doivent le faire. Quel bilan faites-vous de cette expérience? Oui, à ce sujet, il y a quelque chose que je voudrais dire. Il est vrai que pendant une certaine période, on a biffé notre passé. On a inversé nos valeurs. Et on a tenté de nous faire croire une série de choses qui n'étaient que de pure mystification. Donc, il a bien fallu mener un combat acharné pour réhabiliter la mémoire de nos ancêtres, bon, pas si lointains, mais lointains quand même, la période de l'esclavage, puisque après l'esclavage, il y a toute la période des luttes ouvrières, toute la période des luttes démocratiques, etc., etc. Il n'y a pas que l'esclavage. Bon, je dis ça en passant. Donc, il a fallu mener un certain nombre de luttes pour biffer tout cela, pour aller à l'encontre de cette démarche d'oubli et d'inversion des valeurs. Cependant, il ne faudrait pas que nous restions totalement dans cette attitude, car entre-temps, il y a énormément de choses d'une valeur considérable qui ont été faites par les générations qui sont juste là, devant nous. Et je fais juste une parenthèse pour dire que j'ai publié une petite vidéo dernièrement où j'ai repris le chant « 22 mai, premier grand mouvement nous ». Et j'ai indiqué dans la vidéo que je faisais cette vidéo en 2020 juste pour marquer les 40 ans de cette chanson. Parce que je me rendais compte qu'il y a exactement 40 ans que nous avons fait cette chanson-là, en prenant un certain nombre de positions. C'est l'idée que dans le parcours qui a été le nôtre, depuis les années 50, en passant par les années 60, donc décembre 59, l'OJAM, et puis toute une série de mouvements que je ne vais pas citer, depuis cette période-là, il ne faudrait pas oublier que cette dimension de l'histoire-là
signifie bel et bien que le peuple martiniquais a mis en œuvre une démarche considérable pour se constituer, s'élaborer et ouvrir les chemins de son avenir. Il ne faut pas l'oublier. Même si, effectivement, ça tarde encore que toute la population, que toute la jeunesse en soit véritablement convaincue. Il y a encore beaucoup d'esprit à gagner, c'est sûr. Et il faut croire aussi que les méthodes de mystification ont pu augmenter avec le fonctionnement des médias actuels. Certes, on ne le nie pas. Donc il y a quand même un gros travail de combat continué à mener dans le sens où on le faisait déjà. Mais je voulais juste dire simplement qu'il est aussi indispensable pour nous, pour construire la Martinique que l'on veut, pour arriver à l'émancipation, qu'on s'appuie sur les apports qui ont été faits il n'y a pas si longtemps, et puis il y a quand même un certain temps. Une quarantaine d'années, ça donne la possibilité d'analyser, de comprendre qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien. Ça donne la possibilité de comprendre aussi pourquoi, à certains moments, nous qui étions engagés dans les luttes, certaines personnes ont pu aller dans telle direction, telles autres dans telle direction, mais ça on les fait, c'est comme ça, bah là, on a qu'à fâcher un moment, et puis, mais si nous allons dans la même direction, en l'air, nous pouvons dire, bon, nous t'attrapons un petit bout de gel, un petit désagrément, pas là, mais il faut que nous comprenions que c'est même bail là nous qu'a dit, c'est même côté à nous qu'a aller, il faut que nous tirions bilan bagaille là, et pas continuer. Tout long comme ça, considérer nous sommes toujours en commencement bagaille là. Et en ce sens, le travail qui a été accompli par ALCPJ, il a une caractéristique exemplaire qui doit être analysée et comprise. On ne peut pas seulement considérer que la problématique de la culture se situe seulement dans une citation de Césaire. Car après le travail qui a été accompli dans cette dimension-là, il y a des choses à comprendre et à développer. De même, on ne peut pas non plus aller plus loin que la formule de Fanon qui dit chaque génération dans une relative opacité doit découvrir sa mission ou l'appliquer. La génération n'est pas obligée de faire comme si elle ne savait pas ce qu'il y avait avant. Elle n'est pas obligée de l'ignorer. On peut faire ce que vous faites là. Prendre les dispositions pour recueillir l'expérience, les analyser, comprendre ce qui s'est passé et se donner de la force à partir de là. C'est ainsi qu'on va faire une procédure d'accumulation de puissance et de force à l'encontre d'un discours qui dit que le colonialisme a trouvé le moyen de nous diviser. D'accord, il a trouvé le moyen de diviser nous. Mais nous nous force pour nous unifier nous. Nous nous force pour nous tirer les leçons qui sont nécessaires de ça qui fait, pour nous comprendre de manière pour nous aller plus loin. Donc c'est en ce sens que je réponds oui, affirmatif. Il est indispensable de tirer les leçons positives des tâches qui ont été accomplies il y a un certain nombre d'années de cela et des choses que ça a pu apporter. Pensez-vous que cette pratique culturelle va perdurer et sous quelle forme? Oui, cette pratique culturelle, on ne va même pas dire va perdurer, parce que si on dit va perdurer, on se situe dans un doute par rapport à la preuve qui a déjà été largement fournie. Cette question, est-ce qu'elle va perdurer? On me l'a posée en 1983, quand nous avons sorti le deuxième disque de Bel et Nous. J'ai été interviewé par des animateurs radio qui m'ont dit, mais monsieur, ce truc-là, c'est un truc du passé, ça n'ira nulle part. C'était en 83, je m'en souviens très bien. Et si on pouvait rechercher les bandes anciennes, on pourrait trouver ça. Donc, la réponse à la question, c'est que ça va perdurer, ça perdure. Quand on regarde qu'aujourd'hui, de l'autre côté de la mer, une situation que moi j'avais vécue comme étant désespérante, à savoir pas de pratique culturelle pour nous retrouver, pour nous développer, pour être ensemble. Quand on voit comment le Belay aujourd'hui, je parle du Belay parce qu'à l'époque on essayait timidement d'aller vers le gros cas des Guadeloupéens, le cas Séco du Guyane, et quand on voit comment le Belay irrigue et anime des associations, aussi bien celles qui étaient plus anciennes déjà que celles qui sont nées récemment. Donc, vous les connaissez, c'est Boucan, Belay, Damier Jean Bédelot, l'école Belay Paris, toutes ces associations, et puis évidemment celles qui se développent à Rouen, à Lyon ou autre part. Quand on voit, par exemple, que nos camarades qui étaient dans la CPJ développent le Belay en Guyane,
Mais quand on voit l'impact que ça a dans le monde adopté et partout, ce serait long d'énumérer. Hein? Donc, la question est très claire. Le peuple martiniquais a eu l'immense, on va dire, satisfaction de pouvoir empêcher qu'une pratique culturelle qui est capable de l'unir, c'est-à-dire ça uni depuis le tout petit bébé, là, qui tient à peine sur ses jambes, qui frappe sur le tambour, jusqu'au très grand ancien, sur son bâton, qui est en train d'écouter avec ravissement le coup de tambour. Ça unit tout ce monde-là. Ça unit toutes les couches, au point même qu'on se bagarre un peu pour savoir qui est plus au courant l'un que l'autre, mais tant mieux. Quand on a cette dimension-là qui unit toutes les couches de la population et qui surpasse évidemment les différences idéologiques, et y compris, on va dire, les problématiques, même si ça a des problèmes dedans, les problématiques, on va dire, idéologiques ou spirituelles, quand on voit que même le bélé est pratiqué dans l'église, alors même qu'effectivement des pratiquants du bélé se revendiquent, on va dire, de culte des ancêtres, de dimensions spirituelles autres, etc. Et pas seulement l'église catholique, parce que nous avons eu des rencontres avec des personnes d'autres obédiences religieuses. Quand on voit que cette pratique culturelle-là a eu la capacité de surpasser la division idéologique introduite par, évidemment, la domination coloniale, en nous permettant de nous retrouver ensemble autour de ces pratiques. Et pour terminer, en termes de division, que ça a pu, si vous voulez, dépasser les divisions de type politique, ou même électoraliste, ou même électoral, puisque toutes les municipalités, quelles qu'elles soient, comprennent la nécessité de cette pratique du bélé, bon, du damier aussi. Hein, on dit bélé, c'est pour qu'il n'y ait pas de problème avec le damier. Nous l'intégrons là-dedans aussi. Et puis toutes les formes de bélé, hein, disons ça tout de suite pour qu'il n'y ait pas, si vous voulez, de discussion inutile là-dessus. Bref. Et quand on voit que du point de vue de la pensée de la création artistique, même si encore, à mon avis, nous sommes encore dans des phases de balbutiement, quand on voit ça, on est complètement sûr qu'il y a là une base pour, justement, que la transmission soit un facteur d'édification et de construction pour le peuple martiniquais. Édification et construction comment? Eh bien, Macabao, un P. Premièrement, par exemple, premièrement, dans les pratiques éducatives, nous avons des atouts culturels qui permettent de contourner les difficultés de l'enseignement en provoquant un intérêt remarquable des enfants à partir de ces pratiques-là. Je n'illustre pas, tout le monde sait ça, je pense qu'on a vu. Ça veut dire qu'il faut donner à ça une dimension plus organisée, plus développée. Maintenant, dans les pratiques culturelles diverses des associations, on voit ce que ça amène aussi. Et je voulais dire aussi dans la pratique artistique proprement dite, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle les procédures d'enseignement artistique. C'est-à-dire vous avez l'enseignement technique, vous avez l'enseignement, je ne sais pas, agricole, la mer, enfin, ou l'informatique, comme vous voulez, mais vous avez aussi des enseignements artistiques qui sont une démarche pour apprendre à maîtriser le beau, l'harmonie, les choses comme ça. La revalorisation de notre pratique du bélé donne une dimension absolument extraordinaire à la possibilité d'enseignement artistique et de création et de développement à partir de ça. Donc, il y a bien d'autres choses que je pourrais dire à ce sujet, mais il faut synthétiser. Oui, le bélé, et quand je dis ça, pas seulement le fait de danser, mais tout ce qu'il y a autour, constitue pour la culture martiniquaise une dimension d'une richesse extraordinaire. Elle a démontré cette dimension-là, qu'elle perdure, qu'elle se développe, et j'ajoute qu'elle n'a même pas encore montré toutes les choses qui peuvent se développer à partir de ça, en utilisant notamment toutes les techniques et les technologies modernes de la communication qui sont à notre disposition actuellement. Donc voilà, si nous comprenons cela, alors nous pourrons aller très loin dans cette direction. Merci M. Mondésir d'avoir répondu à nos questions et de cette contribution importante pour la transmission et la mémoire de notre peuple.
C'est pour penser, c'est pour penser.